Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur notre page YouTube RTS, la radio du Sud. Les amis, vous connaissez le concept de l'émission Carré VIP. Chaque semaine, on fait des rencontres avec des artistes, que ce soit des musiciens, des écrivains, des comédiens de temps en temps. Je sais pas vous, mais moi, cette année, je l'ai vraiment aimé musicalement parce qu'on a fait des découvertes. On a vu éclore plein d'artistes qu'on connaissait pas avant avec des textes hallucinants. Parmi eux, il y en a un particulièrement qui m'a vraiment touché. Écoutez cette chanson. Partout où tu veux, si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé mieux. Il s'appelle Joseph Kamel et cette émission lui est dédiée. Salut Joseph. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, carrément. On va parler de l'album parce que l'album il est sorti il y a une semaine. Il s'appelle Miroir. Alors le même exercice à chaque fois dans cette émission. Comment tu caractériserais toi en 3 mots cet album? En 3 mots, je dirais amour, je dirais départ et je dirais lumière. Ok. Alors moi j'avais aussi mis 3 mots. J'avais mis optimisme, amour et relation. Pourquoi? On est sur le même. Ça correspond à peu près. Pourquoi départ? Parce que c'est par départ, j'aurais pu vouloir dire transition, j'aurais pu vouloir dire nouveauté. En tout cas, à chaque étape de ma vie importante, quand il y avait quelque chose de significatif qui se passait, moi, ma façon de trouver justement la lumière dans tout ça, de trouver la beauté dans tout ça, c'était d'en faire une chanson. Et c'est pour ça que dans la plupart des chansons, j'ai ce truc où j'aborde des sujets qui sont pas franchement fun, mais que dedans, j'explore un petit peu ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'optimisme, ce qu'il y a comme message d'espoir là-dedans. Et ça, on va en parler avec le single en particulier, dans lequel tout ça est résumé. On va en parler dans quelques instants. Juste avant ça, je voudrais qu'on regarde juste visuellement comme ça la pochette de l'album. Dessus, c'est toi. Ouais. Pourquoi ce choix de cette pochette? Pour aller au plus simple, je crois. J'avais plein de concepts dans la tête. En vrai, je pourrais citer une dizaine de réunions et de concepts et de shooting que j'ai fait avec mes équipes. Et au final, quand je me repenchais sur l'album et que je réécoutais toutes ces chansons, je me disais, en vrai, ça parle de moi et de moi qui regarde vers l'avenir et qui regarde vers quelque chose que j'espère voir. Et cette photo-là qui existait, pour moi, résumait tout ça, quoi. Donc comme quoi, des fois, faut aller au plus simple. C'est un peu l'équivalent photo de quelqu'un qui pourrait faire 10 000 arrangements pour se rendre compte que le guitare-voix, c'est ce qui passe le mieux, quoi. Retour à la simplicité. Exactement. Pourquoi aller chercher plus loin? C'est ça. Et il y a quelque chose qui est caractéristique de cette pochette, mais de toi aussi, et même aujourd'hui, c'est le bonnet. Ouais, toujours. Parce que là, on précise qu'il fait hyper chaud, et Mais tu as le bonnet. Ouais. Pourquoi? Il veut dire quoi? Pourquoi toujours le bonnet? Alors, le bonnet, il a plein de sens. Déjà, ça a pas été un choix de carrière. Moi, j'ai passé toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte avec un bonnet vissé sur la tête pour une raison que je pourrais pas expliquer. En vrai, j'aimais juste quand je voyais dans le miroir, je voyais un bonnet, je me disais, ah ouais, ça c'est moi. Comme il y en a où ça passe par un piercing, où ça passe par une coupe de cheveux, machin. Moi, c'était le bonnet. Et maintenant, ça a revêtu encore quelque chose d'un peu différent qui fait que quand je le mets, c'est un petit peu mon moyen de me dire, allez, en scène, quoi. C'est mon petit uniforme à moi. D'accord, c'est-à-dire que dans la vie, quand tu chantes pas ou quoi, tu le mets plus. Après, ouais, sinon, pour dormir derrière, ça fait vite une calvitie. Mais sinon, ouais, je le mets, sinon, des fois, pour sortir, pour aller voir des copains, etc. Mais c'est pas... Ouais, c'est une partie de moi, une partie de ma personnalité. Et quand j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de mettre en avant dans ma musique, ça, c'est venu assez naturellement, ouais. On va apprendre à te découvrir, à te connaître en écoutant chaque titre de cet album Miroir, et on commence avec le premier, celui que vous connaissez, le single. T'es partout où tu veux, si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé mieux. Justement, t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment on arrive à parler d'un sujet triste sans que la chanson soit triste? Ça se fait dans le désordre. En fait, ce qui s'est passé avec cette chanson, c'est que moi, ça faisait un petit moment que j'avais une liste de chansons qui, pour moi, était l'album. Voilà, c'était fait.
Et sauf que il y avait des soirs comme ça où je me disais, allez, je me le réécoute, et puis peut-être que, surtout pour penser à l'ordre, pour penser à machin. Et en le réécoutant, il y a eu un truc qui m'est revenu plusieurs fois dans les dernières écoutes, c'est il me manque une chanson, j'ai l'impression. Le truc est pas complet, j'aurais pas pu me mettre vraiment le doigt dessus, mais il manquait quelque chose. Et du coup, ce que j'ai fait, parce que j'ai des réponses assez drastiques à ce genre de choses en général, c'est que j'ai été m'enfermer dans un studio que j'ai fait dans le sous-sol de chez mes parents, et j'y ai passé 2 semaines, sans sortir de là-bas, et je montais dans ma chambre d'enfant pour aller dormir, et je redescendais dans le studio le matin. Et au bout de 2 semaines, je devenais fou et je ne trouvais pas cette chanson. Donc un soir, j'appelle mon petit frère pour lui dire, écoute, j'ai besoin d'une pause là. Faut que je passe à autre chose, faut que je break. Donc tu viens, on joue à FIFA, on regarde une série, on se commande un truc à manger et puis on passe à autre chose. Et quand il arrive, moi juste avant qu'il débarque, il y a une mélodie de piano que j'ai qui fait ce et je lui fais écouter ça. Et il me dit, ah non, mais ça tue. On fait pas de pause et tout. Et moi, je suis à France. Il me dit, non, on va au bout. Et donc, tout vient assez rapidement, la mélodie de la voix et tout. Et moi, il y a une phrase qui était dans mon téléphone. Je note beaucoup de trucs comme ça sur lesquels je reviens après. Et il y en a une qui disait, c'est beau de dire au revoir en vrai. J'avais cette phrase-là. Et donc je suis parti de ça pour écrire la première phrase de cette chanson qui dit « Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir ». Et de là, ça a découlé hyper naturellement pour tout écrire. En explorant en fait autour de ce thème-là, du fait que qu'est-ce que ça veut dire un départ, mais sans penser à est-ce que c'est une rupture, est-ce que c'est un deuil, est-ce que c'est machin. Et du coup, j'ai reçu beaucoup de messages après de gens qui me posaient des questions là-dessus sur... Qu'est-ce qu'elle veut dire cette chanson? Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que machin? C'est la question qu'on se pose quand on peut l'écouter avec les 2 oreilles. C'est ça. Et en vrai, moi, je l'ai pas écrite. Je l'ai écrite avec une émotion, avec un sentiment plus qu'un quelque chose de factuel, quoi. Mais quand on pense au départ, alors que ça soit, je sais pas, une séparation amoureuse, les au revoir, tout simplement, quand tu vas voir des gens et que les personnes s'en vont, effectivement, bah oui, quand quelqu'un, un proche, quand on perd un proche, d'ailleurs, quand on perd un proche, on a tendance souvent à se rassurer en se disant, il ne souffre plus. Tu vois, on se rassure et tout. Est-ce que quelque part, nous, on a dans notre société l'habitude de voir les départs comme quelque chose de triste? Est-ce que quelque part, cette chanson, elle est pas là aussi pour rappeler le côté non triste des départs, en fait? C'est ça. C'est pour dire que au revoir, ça veut dire déjà, dans l'étymologie du truc, ça veut dire on va se revoir à un moment donné, probablement, quelles que soient les croyances qu'on a et quelle que soit la situation. Et puis un au revoir, ça veut dire un nouveau départ pour moi. Et nouveau départ, c'est toujours synonyme de quelque chose de beau, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve confronté à un moment où tout change, la nouveauté, c'est toujours positif, parce que ça régénère, c'est les saisons, c'est tout ça. Là, je pars un peu en méta, mais pour moi, c'est cette idée-là. Tout est cyclique dans la vie, et dès qu'on arrive au bout d'un cycle, on est vraiment au début d'un autre, et c'est ça qui est intéressant. Si je le mets dans le cas d'une séparation amoureuse, par exemple, toi, personnellement, quand tu te sépares après une relation importante... Ouais, non, mais ça a dû t'arriver. Ça a dû t'arriver, d'ailleurs, on en reparlera dans l'album. Est-ce que tu arrives à te réjouir réellement du bonheur de l'autre, à te rassurer en te disant... Ouais, pas dans les premières heures. On est d'accord. On va pas se mentir, il y a un petit moment de déception quand même, qui reste logique et humain. J'ai pas la prétention d'être un moine tibétain qui peut... qui peut directement trouver la beauté. Et c'est pour ça que je fais des chansons, justement. C'est mon moyen cathartique à moi, de trouver la beauté dans les émotions que je trouve trop fortes et que je trouve trop dures à vivre. Mais oui, toujours, toutes les personnes maintenant, que ce soit dans les relations amoureuses, mais dans les amitiés aussi, les ruptures amicales, ça fait mal. Et que ce soit des personnes qu'on a perdues pour de vrai, toujours, moi, mon moyen d'aller mieux, ça a été de me dire, ok, on est sur le début de quelque chose, là. Et c'est ça qui est intéressant. On écoute le titre d'après, qui, en vrai, est le premier single. Ouais. Dis-moi. Dis-moi
En fait, ça aurait presque pu être la suite logique du titre d'avant. Ça pourrait, hein. Non, mais ça l'est un peu. Enfin, Un petit peu. quelque part, c'est un peu ça. Parce que là, mais encore une fois, la rupture. Ouais. On y revient. C'est un thème quand même qui te. Encore une fois, ouais. Là, c'est quelque chose de plus précis. Oui, là, c'est pour le coup, oui. De plus imagé. Dis-moi, c'est une chanson où j'avais envie d'aborder ce qu'il y a d'un peu nul dans les ruptures. Pas dans le sens cœur brisé, où on pleure pendant des mois, on regarde Bridget Jones et tout. On retrouve des fringues, sur les draps il y a encore l'odeur, on doit renvoyer des trucs par la poste, on doit déclarer un changement de situation à la CAF. Ça peut être relou un peu la CAF des fois. Souvent. Et donc c'est un peu ça que j'aborde dans cette chanson, c'est voilà les moments où on peut voir quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 6 mois par exemple, et il fait « Ah mais alors, Ouais. du coup elle est pas venue ?» Ah bah. Ouais. Et c'est un peu ça, c'est de ces expériences-là que j'ai tiré cette chanson-là. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la phrase que tu écris dans ton téléphone. Ouais. Est-ce que ça, c'est une base de ton processus à toi d'écriture? Il n'y a pas de base. Ok. Et heureusement. Ok. Heureusement. Je suis très content de ne pas avoir de processus défini où je me dis, alors, pour écrire une chanson, il faut que je commence par écrire une phrase, ensuite, pendant 3 semaines, j'y touche pas, et ensuite, je vais en studio, je commence par la mélodie, puis machin. Tout a été fait pour chacune des chansons dans un ordre différent. Ok. Dis-moi, c'est parti de la boucle de ukulélé, je crois. Et j'ai encore le mémo dans mon téléphone où ça commence par un Tana où t'es. Et ça a été ça. Le truc de qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, de l'exploration, d'aller chercher exactement de quoi j'ai envie de parler. Très vite, c'est comme ça en tout cas dans les chansons que je fais. Je laisse les premières idées venir et ensuite je fais une pause. Et je me dis, bon, de quoi je parle et je fais un petit tableau, un truc un peu méthodique où je note voilà, les différents éléments, même s'ils se retrouveront pas dans la chanson, le décor que je plante, la temporalité, etc. Ce single, il est sorti l'année où on t'a découvert dans l'émission The Artist sur France Télévisions. Ça fait 2 ans maintenant. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette expérience? Quelque chose de très reconnaissant, en vrai. Mm-hmm. Ça a été un pari un peu fou qui a été fait par Nagui et ses équipes de lancer cette émission, qui était une première mondiale et qui n'a pas été refait depuis, qui est de faire un télécrochet où les artistes viennent chanter leurs propres chansons. C'est un truc, d'un point de vue, quand on se place, d'un point de vue un peu télévisuel, voilà, pour une chaîne de télé, se dire, attendez, mais vous êtes en train de me dire qu'en prime time, un vendredi, on va mettre des chansons que personne connaît, avec des artistes que personne connaît, en face de The Voice All Stars en plus à ce moment-là. Donc, et pourtant, il a été au bout du truc. Et moi, l'opportunité à ce moment-là, quand j'avais qu'une seule chanson qui était sortie, d'arriver et de pouvoir chanter, j'ai chanté, je crois, 5 de mes chansons en prime time, à une heure de grande écoute sur France 2, d'avoir des retours, d'avoir des rencontres avec des professionnels, avec des artistes géniaux. Il y a plein d'artistes avec qui j'ai pu rejouer, recollaborer par la suite, j'ai rencontré dans cette émission-là, que ce soit Patrick Bruel, Claudio Capéo, etc. Ça a été des rencontres que j'ai faites dans cette émission-là. Donc non, ça a été un vrai coup de pouce du destin, qu'au moment où moi je me dise allez, je veux que ma vie ce soit la musique, il y a cette émission-là qui soit lancée et que je me retrouve à faire partie de l'aventure. Que ça ait été un succès télévisuel ou pas, c'est une autre affaire. En tout cas pour moi, ça a été peut-être la plus belle rampe de lancement que j'ai eue au tout début. Et on voit que le casting était excellent parce que quand on regarde en fait parmi vous, Rookin, Fiskara, Cynthia, que je connais un petit peu aussi, c'est des artistes qui aujourd'hui ont des carrières, aujourd'hui on les voit en radio et tout. C'est des gens que tu revois, toi? C'est des gens avec qui t'es resté proche aussi? Carrément, avec Rookin on est très copains. Ok. Cynthia aussi, on se parle beaucoup. Avec Nicolas, on se parle beaucoup. Et on est en très bon terme avec tous les candidats. Il y a un groupe WhatsApp qui existe sur lequel on s'échange nos nouvelles, etc. constamment. Et puis en vrai, on a tous en commun le fait d'avoir vécu une aventure folle que personne n'avait vécue avant. Et ça soude des gens. Ouais. On s'est tous lancés dans un bateau où on se disait les rames, elles ont l'air un peu en plastique. Mais il y a moyen qu'on aille loin quand même.
On va revenir sur l'album dans quelques instants, mais juste avant ça, quand j'ai présenté l'émission au tout début, j'ai dit cette année 2023, elle a été marquée par plein de découvertes. Je trouve que cette année, alors là je parle pas vraiment à l'artiste, je parle au spectateur, enfin qui lui aussi écoute le consommateur de musique. Je trouve que cette année, on a découvert énormément d'artistes. Il y a toi, il y a Héloïse, Nuit Incolore, Chien Noir, Bianca Costa, Jack. Tous ces artistes, on les a découverts beaucoup plus que les autres années où en fait on entendait un petit peu toujours des artistes qu'on connaissait déjà. Comment tu l'expliques ? Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs et que ça peut reposer sur plein de trucs. Alors, il y a des... Si on parle vraiment précisément de comment on se l'expliquerait, un truc, je pense, moi, très factuel, qui est simple, c'est qu'il y a eu le Covid, qu'ensuite, en sortie de Covid, les 2 années qui ont suivi, tous les artistes déjà renommés qui avaient bossé pendant le Covid ont eu toute cette période-là pour sortir leurs projets, que du coup, ça faisait que pour les artistes émergents comme tous ceux que tu viens de citer, il y avait peut-être un petit peu moins de place et que maintenant, je crois que les grands noms de la musique française peut-être lèvent un tout petit peu le pied sur le rythme intensif des tournées des sorties d'albums et que ça laisse peut-être un tout petit peu plus de place pour les artistes émergents. Ça, ce serait la théorie vraiment très très factuelle et après, je pense qu'on peut jamais... mon attaché de presse qui est là et toutes les personnes qui m'entourent savent très bien que s'il y avait une recette précise pour savoir comment est-ce qu'un artiste va se retrouver à la radio ou va être écouté par des gens, le livre serait un best-seller. Malheureusement, il n'y en a pas. Et tout le monde fait, en tout cas, je pense, de son mieux et au plus vrai pour aller toucher le cœur des gens. On écoute le 3e titre de l'album. On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses. Cette chanson, on l'a jouée sur RTS mais qu'est-ce que je me la suis mis en boucle. Mais vraiment, alors, pour plusieurs raisons, mais parce que je crois que j'ai été un ado amoureux. Ouais. Tu vois, des relations, quand j'avais 14 ans, j'en ai eu plein. Et j'en ai eu, et effectivement, quelles conneries on fait. Quelles conneries on fait quand on est jeune. Non, mais vraiment, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas prêt à être amoureux. Il y a un truc qui revient souvent après, c'est, tu sais, les nouvelles copines qui disent non, tu parles pas de ton ex et tout. Alors que, en vrai de vrai, des ex, on en a plein, mais un premier amour, on en a qu'un. Ça bouge pas. Et il restera toujours là. Merci pour cette chanson, parce que vraiment, je l'aime tout particulièrement. Comment elle est venue ? Est-ce qu'elle s'adresse vraiment à quelqu'un ou est-ce que c'est un imaginaire Alors, à quelqu'un en particulier, non, parce que je pense qu'elle s'adresse à tous ces amours de collège et de lycée que j'ai pu avoir. J'étais pas un gros tombeur, hein, ça se compte en mode 2 ou 3. Mais ouais, je me souviens particulièrement de cette période et c'est les premiers moments. C'est le cœur qui bat, c'est des trucs où... on est là, et puis on sait qu'on va peut-être recevoir un message, mais du coup on n'ose pas, du coup on laisse le téléphone dans une autre pièce, et puis on attend, puis on revient checker et tout. Et puis des fois il y a des appels sur le fixe, et on se dit non, faut pas que ce soit papa qui réponde, il va me foutre la honte et tout, machin. Et moi c'est ces moments-là que j'ai voulu un peu raconter dans cette chanson-là, c'est toutes ces émotions-là où on apprend ce que ça veut dire en fait, être amoureux, et on découvre un peu tous ces nouveaux sentiments, et en fait c'est un peu comme un jeune enfant qui apprend à marcher et qui se casse tout le temps la figure. Je sais qu'il y a quelques histoires, et dans mon entourage j'en ai eu, de gens qui ont eu un premier amour au collège ou au lycée et qui sont restés avec, qui ont eu des enfants. Il y en a. C'est rarement le cas. C'est rare, mais il y en a. Je pense que c'est pour une bonne raison, c'est qu'en général on sait pas faire. Et moi c'est ça que je voulais raconter dans le refrain surtout. On était peut-être trop bêtes pour trouver les mots, on avait que l'amour en tête, c'est un peu ça. C'est qu'on sait pas comment gérer ces premières jalousies, ces premiers sentiments de manque, ces premiers moments où on a l'impression qu'en face c'est pas aussi intense et tout. Et je me souviens qu'on l'a écrit avec mon copain Arthur Viban, qui m'accompagne sur scène d'ailleurs, et qu'on avait fait une petite liste de tous les trucs dont on se souvenait de nos amours d'ado, et le truc qui est revenu tous les deux quasiment au même moment, c'était le téléphone fixe. Le coup de quand ta maman te dit pour la première fois Jojo, je crois qu'il y a une fille pour toi au téléphone, t'es là non.
Honte. Mais ouais, c'est ces trucs-là. Moi, en plus, j'étais l'ado à la guitare. Je faisais des trucs terribles où je jouais Wonderwall en posant le téléphone fixe et tout, en me disant la violence. Hein. Romantique quand même. Ouais, mais enfin, fleur bleue nulle quoi. Alors, à jouer Someone Like You avec une voix qui mue. Enfin, là t'as tous les ados qui regardent, qui regrettent d'avoir fait ça hier soir. Mais non, faites-le, il faut le vivre, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Et un jour, vous regarderez tout ça avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Dis-moi en toute sincérité, est-ce que t'as une ex qui s'est manifestée depuis la chanson en te disant « Tu parles de moi ?» Ouais. C'est vrai ? Ouais. Et tu lui as dit oui ? Je lui ai fait une réponse aussi politiquement correcte que celle que je viens de te faire. Ok. Je laisse le reste pour le mystère, le suspense. Cela ne concerne que toi, on écoute la suite. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau. Julien Doré. Ouais. Alors, faut savoir que t'as un background avec Julien Doré, parce que Julien Doré, t'avais fait ses premières parties sur quelques zéniths. 22. Ouais, quelques zéniths, ouais, quand même. Ok. Et comment on se retrouve à dire à Julien Doré, je t'invite sur mon album ? Le flip absolu. Uh-huh. Je me souviens. Alors, moi, Julien Doré, j'ai toujours été hyper fan depuis que je suis jeune. Et donc déjà, ça a commencé avec la nouvelle où on m'annonce qu'il va me proposer de faire ses premières parties. Et moi, sur le coup, on m'appelle. À ce moment-là, je suis en session studio où j'écris pour Mentissa. Ok. Et je reçois un appel qui me dit « Julien Doré t'invite à son Zénith ». Donc moi, je suis trop content. Mais sur le coup, je comprends pas. Je pensais qu'il m'avait invité genre dans le public. Mais j'étais refait. Mais t'étais déjà, content. Ouais, j'étais refait. Voilà. Moi, j'étais incroyable. Il a entendu parler de moi et tout. Ouais. Je suis trop fan. Et on me dit non, mais t'as pas compris. En fait, tu fais la première partie. Et en plus, la première fois, c'était au Zénith de Caen, dans ma ville. Et à ce moment-là, on discute, on accroche vraiment bien. S'en suivent d'autres premières parties dans des trucs incroyables. Il m'a offert d'ouvrir son Bercy 2 fois. C'était complètement fou. Et il y avait un petit break à l'été où lui, il allait faire les festivals et du coup, il n'y a pas de première partie. Et le dernier avant ça, c'était le Zénith de Strasbourg. Et à ce moment-là, au Zénith de Strasbourg, moi, je prends un peu mon courage à deux mains sans prévenir personne de mon entourage pro. En plus, je dis ça. Je vais le voir sur le parking et je lui fais tu penses pas, ce serait cool peut-être qu'on essaye un moment de prendre une guitare et puis de voir si on peut faire une chanson ensemble et tout. Et sa première réponse, c'est « Ah, moi, je fais pas ça. » Et donc, sur le coup, je me dis « Bon, c'est mort. » Il me dit « Je préfère que, de ton côté, tu explores un petit peu, tu m'envoies, et puis peut-être qu'on peut trouver une chanson ensemble. » Et à ce moment-là, moi, ça a été un été de folie, parce que j'ai passé l'été à chercher quelle chanson je pouvais aborder avec lui. Et on s'est retrouvés au Zénith d'Amiens, je crois, ou d'Angers, un des deux, un truc en A. Mmh. Et on s'est posé en loge et est venue cette idée qu'on voulait faire une chanson d'amour où les deux personnes qui la chantent peuvent potentiellement pas se connaître. Et ça a été ça qui a drivé mon écriture après. C'était comment est-ce qu'on pourrait faire une histoire où il y a une chanson d'amour, on est tous les deux amoureux, peut-être de la même fille, et pour autant on se connaît pas, et on la vit à des moments différents, et peut-être que moi j'imagine qu'elle est avec quelqu'un d'autre, et lui il imagine qu'elle a eu quelqu'un d'autre avant, et c'est ça qui a créé cette chanson-là. On s'en réécoute un extrait. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Belle chanson d'amour. Et l'amour, justement, il est très présent dans l'album. Il y a ça aussi, par exemple. Ouais, dans notre bar, à notre table, y a un type que je connais pas, qui te parle. Celle-là, on la connaissait avant la sortie de l'album. Mais il y a ça aussi. Et on croit qu'on a besoin de faire un choix. Et y a l'amour qu'on choisit pas. Je choisis pas. Pourquoi cette thématique de l'amour, elle est aussi présente dans l'album ? Parce qu'elle est présente dans ma vie, je pense. Et
et je le souhaite dans la vie de plein de gens. Je leur souhaite en tout cas. Et en vrai, c'était quelque chose qui me paraissait un peu évident. Moi, j'ai toujours été un grand sentimental et un grand hypersensible qui prend les choses très à cœur dans tous les sujets de ma vie. Mais ce sujet-là, j'avais vraiment envie de l'explorer en chanson. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi ce sujet-là plutôt qu'un autre. Il y en a d'autres qui sont abordés quand même dans cet album, mais celui-là, je trouve qu'il y a tellement de sentiments divers qu'on vit dans une relation amoureuse. Les premiers moments, on en parlait avec Ado, puis le moment où on sent que ça commence à devenir un peu tendu, puis le moment d'après, puis le moment des retrouvailles. Dans Premier Rendez-vous, c'est un peu de ça que ça parle, quand on recroise la personne longtemps après et que ça réveille des souvenirs. C'est fascinant pour moi parce que c'est une relation amoureuse. Des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu le summum en intensité de ce qu'on peut vivre dans une relation humaine. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller explorer. Je trouve que c'est là où on a le summum de ce que ça veut dire que d'être attaché à quelqu'un et de ressentir des choses fortes, et en même temps de ce que ça veut dire de se poser des questions sur ce que pense cette personne et tout. Et pour explorer les relations humaines, je pense qu'il faut commencer par explorer les relations amoureuses. Et il n'y a pas que des chansons qui parlent d'amour, il y a aussi des chansons qui peuvent nous en apprendre un peu plus sur toi. On écoute cette chanson. Il y a du monde partout qui me ressemble un peu. Je me vois dans vos yeux. T'es né et t'as grandi là-bas. En fait, ouais. T'es resté 13 ans, c'est ça? T'es arrivé à l'âge 13 ans. Je suis arrivé en 4e en France. Quel souvenir tu gardes de toute cette période? Quelque chose de très intense pour moi. Ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. Ça fait 7 ans maintenant, je crois, que j'ai pas mis les pieds. Ok. Et c'est pour moi le berceau de ma vie. Si je suis un peu chauvin, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le berceau de l'humanité aussi et de la civilisation actuelle. Et ça, c'est mon côté un peu... Bah, c'est un peu vrai. Un peu vrai, quand même. Bah oui, historiquement, c'est un peu vrai. Mais oui, j'en garde un souvenir où il y a plein de choses qui me reviennent à chaque fois. J'ai le bruit qui est tout le temps dans cette ville. C'est une ville qui bouge tout le temps, le Caire, ça s'arrête jamais. Et pourtant, c'est une ville qui est tout le temps en train de vivre, et il y a des choses qui sont là depuis 3000 ans et qui bougent pas, et au milieu de cette vie permanente. Il y a les sourires des gens, la manière de s'adresser les uns aux autres avec une forme de bienveillance un peu permanente. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est aussi ce qui a fait qu'en venant de Caen, je peux me balader à Paris sans avoir trop peur. Parce que pour moi, c'est une petite ville comparée à celle où j'ai grandi. C'est sûr. Et en vrai, ouais, je suis toujours un peu ému quand je parle de l'Égypte et du Caire, parce que c'est mon enfance, quoi. C'est ce qui m'a fait. Tes parents sont égyptiens? Mon papa est égyptien. Ok. Ma maman est française. Ok. Il y a du monde partout qui me ressemble un peu. Je me vois dans vos yeux. Je veux plus être loin de vous. Qu'est-ce qui te manque principalement de l'Égypte? Ma famille, déjà. Ah, t'as encore une partie de ta famille? J'ai encore de la famille là-bas. Ok. Et puis, je pense que c'est un sentiment que partagent sûrement la plupart des gens qui, comme moi, ont deux cultures. Que ce soit de parents immigrés qui les ont amenés dans un autre pays, ou alors, comme moi, de parents qui sont pas de la même nationalité. C'est qu'on a tout le temps l'impression d'avoir un petit peu une jambe dans chaque pays et de jamais être vraiment chez soi. Moi, je sais que quand j'ai grandi en Égypte, à la fois j'étais si bien, mais à la fois j'étais pas vraiment un Égyptien. J'avais un prénom à consonance française, j'étais à l'école française,
Et ici, arrivé en France, j'ai eu le sentiment inverse. J'étais pas vraiment français. Il y avait des choses qui me ressemblaient pas, des manières de vivre qui étaient pas les miennes, des manières de manger, de tout ça. Et donc à chaque fois que je suis dans l'un des deux pays, j'ai le sentiment que faut que je retourne dans l'autre. Et je crois que ce sera une bataille permanente de ma vie, à moins que je m'installe genre à Chypre, pile au milieu. Mais ça serait une troisième du coup. Mais après ça va recréer des problématiques et tout. C'est ça. Donc ouais. Tu te rappelles de ta première impression quand t'es arrivé en France? Fait froid de ouf. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais oui, en même temps. C'est grave, hein. C'est très, très, très froid. Non, il y a eu ça. Il y a eu... Moi, je me souviens, je suis arrivé en 4e, du coup, et j'ai découvert à ce moment-là dans ma vie pas mal de choses qui n'existaient pas à l'école où j'étais. Les activités extrascolaires. Déjà, moi, c'était un truc, ça n'existait pas. Genre, en fait, on faisait les activités à l'école, puis après, tout le monde rentrait chez soi. Mais pas dans le sens... Alors, il y en avait qui faisaient du foot, mais ils faisaient du foot à côté. Mais le coup de... Bah, si tu veux, tu peux t'inscrire à le centre de loisirs, tu peux t'inscrire au judo. Moi, je me rappelle très vite, j'ai voulu faire du théâtre, et j'ai fait ça, prendre des cours de guitare, machin et tout. Il y a eu ça, il y a eu la liberté qu'avaient les jeunes Français de faire des trucs qui chez nous étaient impensables aussi. Moi je me souviens, septembre j'arrive et je vois un couple de 3e qui se font des bisous devant l'entrée. J'étais mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais. Ça existait pas trop. Genre, moi je sais que c'était les grands lycéens qui faisaient ça, mais pour moi de mon âge c'est un truc, ça existait pas quoi. Et ouais, il y avait tous ces trucs-là, le fait qu'il y en avait qui allaient dormir aussi chez les autres, tout ce concept-là, nous, il n'y avait pas trop ça en Égypte. T'as été marqué par la liberté, en fait. Ouais, c'est ça. Ça. Et pourtant, deux libertés différentes. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des libertés que j'ai perdues aussi en arrivant en France. Où nous, il y avait un truc au Caire où on savait que t'es un enfant, tu te balades dans la ville, il va rien t'arriver, personne va te faire de mal en vrai. Genre, c'est... Il n'y a pas d'histoire en sécurité ou pas. Dans les cas. Si t'es un enfant, quel que soit le quartier dans lequel t'es tranquille, quoi. Et en France, il y avait un peu ce sentiment des fois que je chantais du coup pas chez mes parents, mais chez les parents des autres ah mais non, mais tu vas pas sortir, la nuit est déjà tombée, c'est dangereux et tout machin. Nous, nuit, pas nuit. Voilà. Et ouais, c'était différent en fait, c'est deux cultures différentes quoi. Ouais, un rapport à la liberté qui est différent. C'est ça. Complètement, on en perd et on en gagne. Exactement. Tu finis la chanson en disant je reviendrai. Ouais. C'est une certitude? Ah oui. Mais revenir au point d'y rester? Ah bah là on vise. Je sais pas, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Moi en tout cas, j'aimerais un jour dans ma vie pouvoir revenir là-bas, peut-être plus longtemps que pour des vacances. Mais là, on vise quelque chose dans 30, 40 ans. On verra à ce moment-là. Déjà, il y a l'album que je dois défendre là. Ouais, non, mais bien sûr. Les 2 prochains mois qui sont un peu busy. Si je regarde Clara et que je lui dis, écoute, je repars vivre en Égypte, ça va mal passer. On va attendre un peu. Ouais. On va attendre un peu. On va se faire une petite chronique qu'on s'est pas fait depuis un petit moment dans cette émission qui s'appelle Un week-end avec toi et on va le passer en Égypte. Alors, admettons que tu m'invites à passer un week-end au Caire, par exemple. T'es le bienvenu. Ah bah écoute, avec grand plaisir. On mange quoi? Écoute, on mange du koshari, qui est un plat typique égyptien, costaud, mais végétarien, à base de nouilles, riz, lentilles, pois chiches, sauce tomate, oignons frits, huile. Et en gros, c'est un peu le plat le plus populaire en Égypte. Il y a tout sauf de la viande, mais vraiment tout. Tout sauf de la viande. Ok. En fait, tu penses féculent et c'est ça, quoi. Ok. Et l'idée, c'est de vraiment... c'est le plat que prennent un peu tous les ouvriers égyptiens et tous les gens qui ont des boulots un peu physiques. Il fait chaud là-bas, donc t'as besoin d'un truc qui cale vraiment le midi. Et après... Tu cuisines ça? C'est hyper complexe à cuisiner. Ok. C'est un truc où, du coup, faut avoir 18 ans de cuisson différents pour chacun des trucs et tout. Mais dans chaque coin de rue égyptien, il y en a quoi. On boit quoi? On boit du carcadet. Qui est, Tu me le sors comme ça, c'est un animal? Ouais, non, c'est une boisson à base de fleurs d'hibiscus qui se boit froide ou chaude. Ok. Les deux existent. On sort où?
Ah bah, il y a plein d'endroits où aller, mais je dirais on irait à Khan el Khalili, qui est le souk un peu ancien et qui peut la nuit devenir un endroit super sympa. Ok. Et l'endroit qu'on visite le lendemain? Si c'était la première fois, je suis obligé de t'emmener voir les pyramides, j'ai pas le choix. Et après, on ira au musée du Caire aussi, parce que c'est le plus beau musée du monde. Le plus beau musée du monde? Ouais. Chauvin. On va y aller, Chauvin, ouais. Chauvin, mais ça fait du bien. Hâte de passer un week-end avec toi en Égypte. T'as commencé à écrire là-bas, en Égypte? Non. Non, je me souviens que le premier texte que j'ai écrit, c'était en 2011, donc 2 ans après mon arrivée en France, et c'était quelque chose justement sur l'Égypte et ce que je ressentais à l'idée de ne pas y être au moment où il y a eu la révolution et tous les bouleversements qui sont passés là-bas. Je me rappelle plus du tout ce que je racontais dedans, mais je me souviens être descendu dans le salon et lire ce texte à mon père. Qui n'a jamais été mis en chanson, du coup. Il est perdu. Ok. Je sais pas du tout où est ce truc, parce que je sais qu'il y a 1 an ou 2, on s'est lancé dans une expédition avec la famille pour le retrouver dans les cartons, et non, je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai dû le jeter en même temps que mes affaires de terminale au moment de l'euphorie où on jette toutes ces affaires de cours en se disant plus jamais. Et après on regrette. Et après on regrette. C'est ça. On aurait pu filer les fiches à son petit frère qu'on avait bien besoin pour le bac. Et ben voilà. Et ouais. Allez, on s'écoute une chanson. Quand on sera vieux, qu'est-ce qu'on sera con? Et qu'est-ce qu'on écoutera comme chanson? Est-ce qu'on fermera les yeux comme ils le font? Quel genre de vieux tu seras, toi, tu penses? Ou du moins, quel genre de vieux t'aimerais devenir? J'aimerais bien être un vieux stylé, moi. Ok. Ouais. Genre, je garde la boucle d'oreille, j'ai encore les tatouages. Genre, mes petits-enfants, ils m'appellent Paps et tout. Un truc un peu... C'est ça, un vieux stylé? Ouais. Celui qu'on appelle Paps. Un vieux un peu classe. Ok. Mais non, j'espère surtout réussir à trouver le bon équilibre entre la vieillesse qui permet de transmettre de son expérience et celle qui accepte encore d'apprendre jusqu'au bout. Ok. Et tout ça en Égypte? On verra. Ou peut-être dans le Perche, un truc comme ça. Ouais, moi je pense que je vais pas partir à la campagne à un moment donné. Daisy, avec toi sur ce morceau, est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui la connaissent pas? Daisy est une artiste formidable qui est une grande voix et qui pour moi est une personne extrêmement importante parce que c'est la première artiste à m'avoir accompagné, pris sous son aile. En fait, mon manager et producteur qui s'appelle Léo Châtelier avait, avant qu'on se rencontre, un projet artistique avec Daisy avant qu'elle se lance en solo. Et donc au moment de mes premières scènes, de mes premiers enregistrements en studio, il lui a proposé de venir m'accompagner. Donc elle a été là à chacun de ces moments-là. Et pour moi, ça a été hyper important de l'avoir à mes côtés. Et donc au moment de l'album, je fais mais évidemment, faut qu'elle soit avec moi. Et donc ça a donné cette chanson. Allez, on découvre 2 autres chansons de l'album. Et vu que je sais pas vraiment où on va, on tourne en rond à chaque fois. Et tu me demandes pourquoi on n'avance pas. Mais j'ai beau chercher, pour ce que je ressens, je trouverai pas d'adjectif impossible. C'est vrai que t'as quand même une capacité à bien raconter l'amour. Je trouve, à mettre les bons mots pour nous toucher, que ce soit l'amour amical, l'amour filial, l'amour, toutes sortes de relations amoureuses. Est-ce que quand on est artiste, on peut être focus à 200% sur l'amour? Dans la vie, tu veux dire? Ouais. Avec cette vie, parce que tout ce qui t'arrive là en ce moment, est-ce que ça laisse assez de place pour vivre vraiment à fond ces relations amoureuses? Je pense que c'est pas propre à un artiste. Est-ce que toi, avec ton boulot de journaliste, mais t'as raison. Mais ouais, mais t'as raison. En fait, c'est propre à tout le monde. Quand je pose cette question-là, parce que toi, t'es artiste, mais effectivement, pour tout le monde, est-ce qu'en 2023, à vouloir tout faire vite, à tous déborder, je crois que, là, j'ai un sondage encore hier, je crois qu'une personne sur 2 aujourd'hui se dit mal à cause du fait qu'il est débordé professionnellement. Moi, je pense que l'amour, c'est un choix, en vrai. L'expression tomber amoureux, j'en suis pas fan. Comme si c'est quelque chose qui nous tombait dessus et qu'après c'est bon, ça y est, c'est réglé.
c'est un choix de se dire je vais y consacrer du temps, je vais y consacrer de l'énergie, je vais y consacrer aussi de la compassion, de l'acceptation de l'autre dans ses défauts, dans le temps qu'elle ou il a à m'accorder. Et en vrai, c'est surtout ça, pour moi, c'est pas une question d'emploi du temps ou de métier ou de tête occupée ou pas par d'autres choses. C'est qu'à partir du moment où on accepte le fait que déjà l'autre est l'autre et qu'on n'a pas besoin de se compléter l'un l'autre, comme cette image le demande souvent, mais plutôt juste d'être deux entités entières qui décident qu'ensemble elles vont vivre quelque chose et qu'elles vont s'accompagner là-dedans et qu'elles vont se regarder éclore. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et à partir du moment où je me considère pas comme la pièce manquante du puzzle de quelqu'un et que c'est la même chose pour la personne en face, que je la considère pas comme quelque chose qui me manque pour être entier, pour moi, c'est de là que peut découler une relation saine où chacun peut vivre sa vie pleinement tout en étant heureux en amour. On écoute la chanson suivante, elle s'appelle Miroir, comme l'album. Je mets le miroir sur pause. Ce que le reflet propose, je l'aime pas. Je mets le miroir sur pause, ce que le reflet propose, je l'aime pas. T'as eu du mal avec ton image ? Ouais, j'ai... Comme tout le monde, je pense, j'ai pas été extrêmement complexé, mais il y avait des choses. Moi, ça a été ma taille déjà pendant longtemps. Mmh. Là, je suis assis, ça se voit. Tu mesures combien ? Mais je fais 2m2, moi. Ok. Et j'ai toujours été le plus grand. Et être le plus grand, ça veut dire être celui qui ressort toujours dans les groupes. Et c'est aussi, j'ai pu l'observer au fil des années, la seule, je crois, particularité physique que tout le monde va te faire remarquer tout le temps, en permanence, que tu les connaisses ou pas. Ça peut être dans la file d'attente d'un supermarché, ça peut être dans la rue, vous êtes vachement grand. Et c'est pas toujours agréable en vrai d'être comme ça grand. Des fois on a envie de se fondre un peu dans la masse. Et puis évidemment il y a tout, moi je sais que voilà, quand on est un ado de 15 ans et qu'à l'époque on fait 1m96, on se tient pas droit, et puis moi j'étais pas un grand sportif, j'étais plutôt côté musique, du coup un peu de bide, les bras trop fins à mon goût, machin et tout. Et ouais, ça a été un truc où j'ai mis du temps avant d'accepter que voilà, je ressemble à ça me va, c'est ok. Et qu'en plus, je crois qu'être beau, comme l'amant juste avant, c'est un truc qui se choisit. Et qu'on peut, quand on réussit à trouver ce qu'on aime chez soi, le faire rejaillir de manière encore plus belle. Et les deux sont liés parce que la personne qu'on aime peut aussi nous apprendre à s'aimer. C'est un peu ce que tu dis dans cette chanson. J'ai détesté mon image jusqu'à ce qu'un jour tu l'encadres. Quand ton regard se pose, soudain je parais beau et j'aime ça. Regarde-moi. En fait, c'est ça qui revient beaucoup dans la chanson. C'est grâce au regard de l'autre que t'as appris aussi. Ouais, ça a été grâce à des phrases toutes bêtes qui arrivent comme ça d'un coup de « Ah, j'aime bien ça chez toi ». Et de se dire « Ah, ok ». Parce que moi, c'était un truc qui me complexait jusqu'ici. Et puis d'en discuter, et puis de trouver ce qui est cool et tout. Et ouais, ça a été bénéfique pour moi, pas forcément dans mes relations amoureuses, des fois ça a aussi été des potes qui se rendent même pas compte qu'avec une petite phrase qu'ils peuvent dire en disant « Ah, ce t-shirt là il te va bien parce que ça... Tu fais « Ah ouais !» Et c'est ces petits trucs là qui font du bien dans la vie, je crois. Et oui, ça fait du bien, et en plus, d'autant plus aujourd'hui, où avec les réseaux sociaux et tout, on est toujours obligé... Enfin, quelque part, il y a un peu cette bataille au paraître, où toujours on est là à essayer de... On se montre pas quand on se lève le matin sur les réseaux, ou alors si on le fait, c'est du bluff, les copains. C'est sûr, c'est du bluff. C'est la photo, elle a été... Tu vois ce que je veux dire ? Quel regard tu portes, toi, sur tout ça ? Sur toute cette chose qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours obligé de... Moi, j'ai une chance, en vrai, c'est que j'ai... Dans les gens qui me suivent, une communauté qui est supra bienveillante, et que malgré toute l'ampleur encore modeste qu'a pu prendre mon projet,
j'ai jamais reçu des commentaires qui pouvaient faire mal ou qui étaient désobligeants. Le peu que j'ai eu, en vrai, la vanne, elle était tellement drôle que je pouvais pas. Une fois, quelqu'un qui a tweeté que j'étais un mélange physique entre Claudio Capéo et Artus, et moi je trouvais ça trop marrant, ça tue, la vanne, elle est folle. Donc je l'accepte volontiers, quoi. Mais ouais, je pense, j'espère qu'on est en train de tendre petit à petit vers un retour au plus vrai et au plus sincère dans les réseaux. Je crois que l'ère de la plus jolie photo avec le plus joli maquillage et le plus beau décor pour montrer qu'on mange dans un joli restaurant et tout machin, j'ai l'impression que c'est un peu dépassé en 2023 en vrai. J'espère. Bah, en tout cas. Hein. Je crois. Et même, ce qui m'a permis d'observer ça, c'est l'autre jour, je me rendais compte. Putain, la plupart des gros artistes, maintenant, quand ils font des vidéos, ils le font devant l'évier de leur cuisine ou un truc comme ça. Ils montent pas, genre, la grande baie vitrée. C'est vrai qu'il y a un petit phénomène de mode. Il y a un truc qui se passe avec les vidéos cuisine. Et je pense que c'est parce que, petit à petit, les gens ont été lassés, je crois, de cette course au plus beau, plus fort, plus riche, et qui reviennent vers un truc où ils ont envie de voir des gens qui leur ressemblent. Et alors, c'est le dernier titre. Et alors, je suis pas un chercheur d'or. Et tant pis si je gâche ma vie. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être enfin à la place à laquelle tu voulais être ? Ouais. Après, j'ai jamais aspiré à une place sociale. Mm-hmm. De pouvoir voilà, avoir tant de notoriété, tant de machin, ça n'a pas été ça après lequel je courais. Au moment où j'ai écrit cette chanson, ce après quoi je courais, je l'avais pas encore. C'était juste le fait de pouvoir me dire, là je suis en train de payer mes courses avec la musique. C'est mon travail en vrai. Genre, j'ai pas besoin d'avoir un job à côté. Mon métier, c'est artiste. Et je sais que les premières fois où ça m'est arrivé, moi je m'en souviens très bien d'ailleurs, parce que je suis tombé ému et pour rien, j'étais chez le dentiste et la secrétaire du dentiste, elle me dit, vous faites quoi comme métier? Et c'était genre 3 semaines après que j'ai lâché mon taf d'avant de pion, et j'ai dit artiste. Et à ce moment-là, je suis devenu hyper ému. Et elle me regardait en me disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai son métier. Ah oui, mais bon. Mais sur le moment, c'était, je crois, la première fois que je le disais à haute voix. Ouais, c'est ces petits moments qui permettent de réaliser. C'est ça. Et ouais, c'était ce moment-là que je poursuivais. Et c'est à ce moment-là où je me suis senti, à la place où j'avais envie d'être depuis le début. Et vivre de sa passion, être à la place à laquelle on veut être, devenir artiste, ça peut aussi, des fois, ça va engendrer le succès, la notoriété. Tiens, tu vas faire bientôt, on va en parler tout à l'heure, les premières parties de Claudio Capéo. Claudio Capéo, il y a pas longtemps, il s'est confié sur la difficulté, lui, que la notoriété avait représenté pour lui. Il est passé par des phases où, en fait, comme il dit, on a l'impression que en fait, on est toujours tout seul. Même s'il y a plein de monde tout le temps, on a l'impression d'être toujours tout seul. Et lui, il le dit, il était pas bien. T'en penses quoi, toi, de ça? Alors, plein de trucs à répondre à ça. Le premier, c'est que je suis très très loin de ce que peut vivre Claudio dans son quotidien. C'est-à-dire que je peux largement encore me balader à Caen, faire mes courses, etc. Donc, je pourrais pas y répondre comme lui le fait. J'ai pu l'observer, par contre, chez des gens que j'ai côtoyés. Voilà, pendant la tournée avec Julien, je voyais à quel point c'était impossible, même pour lui, de sortir dans la ville où on était, boire un café avant le concert, quoi. C'est pas possible. La deuxième chose me concernant, c'est que comme je te le disais tout à l'heure, j'ai toujours été grand. Et j'ai toujours été celui qui ressortait. Et du coup, toute ma vie, avant la notoriété, j'ai été habitué à ce qu'il y ait des gens qui me regardent un peu bizarre dans la rue, qui me pointent du doigt, qui fassent une remarque sur moi dans mon dos, qui viennent me parler alors que je les connais pas pour me dire un truc sur ma taille. Et donc, maintenant, ce que ça a créé, c'est que quand je remarque ces choses-là, je suis tout le temps dans... Est-ce que c'est parce que je suis grand ou est-ce que c'est parce que c'est mes chansons? Mais pour l'instant, ça a pas vraiment changé la vie que je fais. Je fais plus attention, peut-être.
J'essaye, voilà, quand je vais moins comme avant faire les courses avec un vieux short et des crocs, un maillot du Real. Quoi. Je dis bon, il y a peut-être moyen que tu croises quelqu'un, mets un pantalon, Joseph, et ça va bien se passer. Mais voilà ce que ça a changé pour l'instant. Et je le disais, les premières parties de Claudio, ça approche, c'est dans quelques jours. Le 16 novembre au Mans, le 17 novembre à Saint-Etienne, le 18 novembre à Strasbourg. Ça enchaîne, hein. Ouais. À Strasbourg, ça enchaîne, c'est 3 jours de suite. Je suis content de pas le faire en train, franchement. Je suis dans le tourbus, ça va être plus agréable. Ouais. C'est clair. Ta tournée à toi, elle vient d'être annoncée. Elle approche. Alors, une tournée, c'est jamais comme une première partie. Quand tu fais des premières parties, t'es limité. Là, ça sera ton concert à toi. Allez, sans tout nous révéler, qu'est-ce qui va se passer sur scène ? Ce qui va se passer, c'est que je me suis lancé le challenge d'aller plus loin qu'une succession de chansons et que j'ai envie de raconter une histoire aux gens et que j'ai eu la chance d'être accompagné par mon formidable ami Kémil, qui est un humoriste de talent que je vous invite à aller suivre d'ailleurs et qu'on s'est posé tous les deux à la campagne pendant une semaine pour chercher ce qu'on avait envie de raconter. Okay. Et donc voilà un peu dans quoi j'invite les gens. Mais il sera avec toi sur scène ? Non. Ah. Non, il a... En fait, avec Kémil, on mène des carrières parallèles. Ok. On s'est rencontrés quand on était tous les deux animateurs dans le même camping. Ok. T'as été animateur en camping ? J'ai été longtemps animateur en camping. J'ai fait 3 saisons, dont une en tant que directeur d'animation dans 5 étoiles. Ok. Catastrophique. Pourquoi catastrophique ? C'était une expérience professionnelle douteuse où les directeurs étaient pas vraiment avec nous. Ok. Mais bon, je leur jette pas la pierre. Okay. Mais ça m'a convaincu que j'avais envie de faire de la musique. Mais en tout cas, après cette saison-là, on s'est retrouvés tous les deux avec Kémil. Moi, j'étais le technicien son et lui était l'animateur du loto. Ok. Et 1 an après ça, 1 an pile, je crois, 1 an et demi, lui faisait la première partie de Kian Kojandi à l'Arkea à Bordeaux et moi celle de Julien Doré à Bercy. Et on était tous les deux dans ce même mobile en train d'animer dans un camping dans les Landes. Et depuis, on s'est dit qu'on se lâchait pas. Et donc, dès que lui a une vanne qu'il a envie de tester, il m'appelle et puis on l'écrit ensemble. Moi, dès qu'il y a un truc sur lequel j'ai un doute, je l'appelle et donc on mène des carrières parallèles dans 2 milieux différents, mais on se soutient. Donc toi sur scène, ça sera un mélange de vannes et de chansons. De vannes, d'histoires, de chansons, ça sera en tout cas un espèce de petite invitation à mon univers. Bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en avoir un petit aperçu déjà de ce qui va nous attendre pour cette tournée, parce que dans quelques jours, là, il va y avoir une date qui arrive, il reste quelques places d'ailleurs, dépêchez-vous, c'est... Le 7 novembre aux Zèbres de Belleville, donc dans 4 jours là. Dans 4 jours, faut que j'aille me préparer, je crois. Et du coup, ça sera pas ce qu'on verra sur la tournée. Oh, si. Ah ouais, si, complètement. C'est la première. Ok. C'est la première. Alors après, ce qui est beau avec les spectacles, c'est que c'est jamais le même. Ok. Et je sais que déjà dans ce concert, il y a des espaces de liberté que je me laisse qui seront différents tous les soirs. Bon, allez-y parce que on peut voir plusieurs fois un concert, mais une première, il n'y en a qu'une. Faut y aller. Et les dates, vous les trouvez sur internet si vous voulez, bien évidemment. Allez au concert de Joseph Kamel. Toutes les dates, ça y est, maintenant on les connaît. Je vais finir cette émission avec la question que je pose toujours à mes invités. On est revenu sur pas mal de moments de ta vie. Si tu avais l'occasion, toi, de remonter le temps et de t'adresser à toi, quand tu étais encore en Égypte, ou à ton arrivée en France, d'ailleurs, en moment où tu veux, et maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive, de te parler, tu te dirais quoi ? Alors j'ai écrit une chanson précisément sur ce thème-là, qui s'appelle 15 ans. Et qui est une grande lettre au mois de 15 ans qui existe. Le toi de 15 ans qui est en France. Hein. Ouais, qui est en France. Et alors, allez, au mois de 7-8 ans, alors déjà, je sais qu'il était fan de Zidane, et donc je lui dirais, c'est cool, mais en 2006, mets de la distance, sinon tu vas vivre un moment pas cool. Et je lui dirais aussi que, je pense, je lui dirais rien, j'ai pas envie de le spoiler. Okay. Parce que pour moi, ce qui a fait qu'aujourd'hui je puisse être aussi heureux, ça a été le fait de me chercher pendant aussi longtemps et de m'apporter petit à petit des réponses. Et si je me les étais toutes données à 9 ans, ça aurait été beaucoup moins drôle. Je comprends. Profite et laisse les choses se faire. C'est ça. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci de m'avoir reçu, c'était trop cool. À très bientôt.